Troisième partie du chapitre des nombres complexes, c'est calcul algébrique. On va voir quelques techniques de calcul de somme et produit fini. Ce qu'on va voir dans cette partie, somme et produit fini, changement de variable, télescopage, somme et produit double, produit de somme et quelques sommes usuelles. Et à la fin, on parle de factoriel et coefficients binomiaux. Les notations d'abord, si vous avez I un ensemble fini, un ensemble quelconque, pas nécessairement une partie de N ni partie de R, un ensemble quelconque fini, et XI une famille indexée dans I, une famille de nombres complexes. On note sigma de XI pour I appartenant à I, la somme des XI, et le produit, en fait pi de XI pour I appartenant à I, leur produit. Le fait que l'addition et la multiplication sont commutatifs, ça permet de décrire la somme sans indiquer précisément l'ordre des termes ou bien l'ordre des facteurs. Voilà, parce qu'en général, I n'est pas muni nécessairement d'un ordre, donc on écrit la somme sans problème puisque la multiplication, l'addition est commutative et aussi la multiplication. C'est-à-dire que l'ordre des facteurs ou bien l'ordre des termes, peu importe. En particulier si I est l'intervalle entier Mn, on peut toujours parler de la somme des I pour I appartenant à I, mais ici on a une autre notation qu'on peut l'écrire comme ça. La somme sigma pour I égale à M à N de XI. Ou bien on peut l'écrire XI, sigma de XI pour I compris entre M et N largement. Et même chose pour le produit. Ainsi, la somme des XI pour I variant de XM à N, si on l'écrit explicitement, c'est XM plus 1, etc. à XN. Et pi pour I variant de M à N de XI, c'est égal à XM fois XM plus 1 à XN. Quelques remarques. La variable que vous avez ici, le I que vous avez ici, c'est une variable qui s'appelle variable muette parce que son rôle, c'est tout simplement d'exprimer la somme. C'est un compteur, si vous voulez. Et donc, on peut changer son nom de façon libre. Donc, la variable I est une variable muette. On peut la remplacer par n'importe quelle autre variable. L'essentiel, qu'elle ne doit pas être utilisée dans le même contexte. C'est-à-dire à l'extérieur de la somme, il ne doit pas être déjà utilisé. Donc, il faut utiliser à l'intérieur de la somme une variable qui n'est pas utilisée à l'extérieur. La variable utilisée pour une somme, on peut ou bien pour un produit, peut être aussi utilisée pour une autre somme ou un autre produit dans le même contexte. Mais toujours on parle à l'intérieur de la somme ou bien du produit. Donc si vous avez dans l'expression deux sommes ou bien plusieurs sommes ou bien plusieurs produits, tu peux utiliser la même variable dans tous les sommes et dans tous les produits. L'essentiel que cette variable que vous avez utilisée à l'intérieur des sommes et des produits, il ne doit pas être utilisé à l'extérieur de ces sommes et de ces produits-là. Si I est égal à ensemble vide, on convient que la somme est égale à 0 et que le produit est égal à 1. Puisque ici 0 c'est l'élément neutre de l'addition et 1 c'est l'élément neutre de la multiplication. Le fait que I est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme, vous avez une somme avec 0 terme, et donc la somme, ce qui va rester dans la somme, c'est 0. Pour que si vous ajoutez un autre terme, il faut que ce terme-là reste dans la somme. Et donc, il faut prendre en convention 0. Et pour le produit, l'élément neutre pour la multiplication, c'est 1. C'est-à-dire vous avez 0 facteur. C'est un produit avec 0 facteur. Donc le produit, c'est égal à 1. Si vous multipliez par un nouveau facteur, c'est ce facteur qui va être comme résultat du produit. Et donc le produit de départ qui est vide doit être égal à 1 pour que la propriété soit donc vérifiée.
Dans une somme au produit écrit en utilisant les symboles sigma et pi avec une variable entière, la borne inférieure doit toujours être plus petite que la borne supérieure. Et donc, l'utilisation conventionnelle de ce symbole-là, c'est d'écrire m plus petit que n, de prendre n plus petit que n. Et toujours, il faut écrire la plus petite valeur en bas et la plus grande valeur en haut. Et la même chose pour le produit. Ça, c'est a priori. Si jamais donc une somme, respectivement un produit, est écrite ou bien écrit avec des bornes inversées, par convention, il est nul, respectivement, il est égal à 1. Alors, a priori, le m doit être plus petit que n, mais si jamais le m est strictement plus grand, on convient que la somme est égale à 0 et que le produit est égal à 1. Et ça est compatible avec ce qu'on a dit auparavant, parce qu'on a déjà dit que cette somme, on peut l'écrire autrement, c'est la somme des xi pour i compris entre m et n. Supérieur égal à m et inférieur égal à n. Donc si le m est strictement plus grand que n, il n'y a pas d'entier qui vérifie cette inégalité-là. Et donc en fait la somme est vide. Et donc d'après la convention précédente, c'est égal à 0, la somme est égale à 0 et le produit est vide, donc il est égal à 1. Quelques propriétés élémentaires pour la sommation et la multiplication, soit I un ensemble fini toujours, non 8, un ensemble quelconque, qui contient n éléments. xi et yi, deux familles de nombres complexes, donc ils sont constitués de n éléments, et lambda et mu, deux nombres complexes quelconques. Sigma de lambda xi plus mu yi, pour i variant dans i, on peut séparer les ça et puis faire sortir les constantes qui ne dépendent pas de la variable de sommation, comme étant des facteurs communs. Voilà, ce qui va donner lambda fois la somme des xi plus mu fois la somme des yi. On a d'abord séparé la somme en deux, et après on a factorisé par le lambda qui ne dépend pas de i, et mu qui elle aussi ne dépend pas de i. En particulier, si vous avez une expression tout entière qui ne dépend pas de la variable de sommation, il s'agit tout simplement de répéter le terme n fois, puisque le i contient n éléments, c'est-à-dire la somme est constituée de n termes, et les termes sont égaux. Il s'agit donc de répéter ce terme-là n fois. Pi de lambda xi avec i appartenant à i, ici, faire sortir le lambda, donc il s'agit de le faire sortir n fois, puisque vous avez n facteurs, et donc il s'agit tout simplement de rassembler les facteurs qui sont égaux, qui ne dépendent pas de i, et donc vous aurez lambda n fois, donc lambda à la puissance n fois le produit des xi. La situation ici, c'est pas la même que celle-ci, parce que lambda ici, c'est un facteur commun entre plusieurs termes, mais ici, c'est un facteur qui se répète, donc n fois. Et donc, si vous prenez lambda comme étant expression de multiplication, c'est-à-dire on va multiplier le lambda par elle-même n fois, ça veut dire que vous aurez lambda à la puissance n. Donc, le produit de lambda, tel que lambda ne dépend pas de la variable de sommation, c'est lambda à la puissance n. Produit d'une expression sous forme de produit de xi, yi, on peut séparer les produits de façon libre. Le produit des xi fois le produit des yi. Puisque la multiplication, on sait qu'il est commutatif et il est aussi associatif, c'est-à-dire on peut changer la position des parenthèses et on peut changer l'ordre, ce qui permet de regrouper les xi entre eux et après regrouper les yi. Quel que soit p et q dans n, le produit de xi à la puissance p, yi à la puissance q avec i appartenant à i, on peut séparer les produits et après faire sortir les puissances. Alors c'est un jeu de facteurs puisqu'on a la multiplication commutative et associative, donc on peut
changez l'ordre des facteurs et après regroupez les facteurs qui sont égaux pour avoir des puissances à l'extérieur. Si l'ensemble I est écrit comme réunion de deux parties disjointes J et K, ce qui est exprimé en disant que la famille JK est une partition de I, tout simplement ça veut dire que I est la réunion de J et K et que l'intersection est vide. Et plus que ça, les deux parties ne sont pas vides. Mais ici, donc, peu importe. Alors, si vous avez ça, la somme des xi pour I variant dans I, on peut donc partager la somme en deux. En faisant d'abord la somme sur les I qui appartient à J, plus la somme des xi pour I qui appartient à K. Voilà, c'est-à-dire en utilisant l'associativité, on peut regrouper les termes qui ont un indice dans J et regrouper les termes qui ont un indice dans K. On peut faire la même chose pour le produit des xi pour I appartenant à I, c'est le produit des xi pour I appartenant à J fois celui pour les I qui appartient à K. On généralise ceci pour une famille de plusieurs parties, c'est-à-dire si I est la réunion de I1 à IP, avec les intersections sont 2 à 2 vides, c'est-à-dire les parties sont 2 à 2 disjoints, où P c'est un entier naturel non nul, alors le fait d'écrire la somme sur I tout entier, on peut l'écrire comme étant somme de somme. C'est-à-dire en faisant d'abord la somme pour chaque IK, et après faire la somme des sommes calculées. C'est-à-dire ici, il s'agit de généraliser ce qu'on a vu ici, en considérant par exemple ici I1, I2, ainsi de suite, plus jusqu'à la somme pour I appartenant à IP, d'accord? Et donc c'est une somme de sommes, comme on a fait ici, c'est la somme de deux sommes. Ici c'est la somme de plusieurs sommes, tout simplement. Et pour le produit, la même chose. Produit des xi pour I appartenant à I, on fait le produit sur chaque IK, et après on fait le produit des produits obtenus. Exemple, si on veut calculer la somme suivante, la somme pour k variant de 1 à 2n, de moins 1 à la puissance k, k. Alors ici c'est une somme pour tous les entiers qui vont de 1 à 2n, et ne croyez pas que, puisque vous avez ici 2n, qu'on n'aura que les termes pairs. Non, ça veut dire tout simplement qu'on arrête la somme en un entier qui est pair. Mais en fait, on va passer par tous les entiers pair ou bien impair. Voilà. Mais juste pour simplifier donc l'exemple, on a pris donc un point d'arrêt qui est pair. Alors, l'expression que vous avez ici, c'est une expression qui dépend de k, et le moins 1 à la puissance k prend soit 1 soit moins 1, ça dépend de la parité de k. Et donc c'est bien de séparer la somme en deux, donc en prenant la somme pour les termes pairs, c'est-à-dire pour les termes dont le k est pair, et plus la somme des termes pour lesquels k est impair. Pour juste simplifier l'expression que vous avez à l'intérieur. Alors pour la première somme, la somme sur les k qui sont pairs, k est pair, donc moins 1 à la puissance k, ça sera égal à 1. Ce qui va rester donc c'est k tout seul. Pour la deuxième somme, k est impair, donc ceci est égal à moins 1. Ce qui va rester c'est moins k. C'est ce qu'on a fait ici. On a fait sortir le moins à l'extérieur et ça reste la somme des k. Très bien. Le k dont la première somme est ampère, on peut l'écrire sous la forme de P. Et puisque donc k varie de 1 à 2n, le P va varier de 1 à n, c'est-à-dire en divisant par 2. Mais on peut garder le même nom. En fait, si on veut être plus clair, ici il faut écrire la somme pour P égale à 1 à n de 2P. Mais en fait, on peut toujours garder le même nom, il n'y a pas de problème. L'essentiel qu'on a
varier le k de 1 à n et pas de 1 à 2p. Parce que le k variant de 1 à n, ça veut dire que 2k va varier de 1 à 2n. C'est les bornes que vous avez ici. Et après, donc, on n'aura pas encore besoin d'écrire k et pair, parce que le fait que vous avez ici 2k, c'est donc automatiquement c'est un nombre pair. C'est-à-dire on va faire juste la somme sur les termes pairs. On fait le même travail pour la deuxième somme. Le fait que k est impair, donc on peut l'écrire sous la forme 2p plus 1 ou bien 2p moins 1, vous avez le choix, pas de problème. L'essentiel que c'est il faut régler les bornes. Alors, on a choisi ici d'écrire le k sous forme de 2p moins 1, mais on a gardé le k comme étant le nom de variable. Donc, en prenant 2k moins 1, cette expression-là, il doit varier de 1 à 2n moins 1, parce que 1 c'est le premier entier pair dans cette somme, et le dernier entier impair c'est 2n moins 1. Le premier entier impair c'est 1, et le dernier entier impair c'est 2n moins 1. Et donc normalement le k doit varier de 1 à n. Pour k égale à 1, on aura 1 ici, et pour k égale à 1, on aura 2n moins 1. Et 2n moins 1, c'est le dernier entier impair dans la somme. Si vous prenez plus ici au lieu de moins, donc vous devez varier k de 0 à n moins 1. Parce que pour k égale à 0, vous aurez 1. Et pour k égale à n moins 1, vous aurez 2n moins 1. Parce que ce sera 2k plus 1. En remplaçant k par n moins 1, ça sera 2n moins 2 plus 1, c'est-à-dire 2n moins 1. Donc ça marche. Donc si vous prenez moins, vous faites la somme de 1 à n. Si vous prenez plus, vous faites la somme de 0 à n moins 1. Voilà, pour ici, pour que les termes varient dans l'intervalle convenable, c'est-à-dire il doit contenir tous les entiers impairs compris entre 1 et 2n. Voilà, maintenant les sommes deviennent plus simples. On factorise ici par 2. Ce qui va rester, c'est la somme des k, pour k variant de 1 à n. On fait la même chose, on factorise par 2. La somme pour k variant de 1 à n de k. Et moins avec moins, ça donne la somme des 1. Ces deux termes-là, ils sont opposés, donc ils vont être simplifiés. Ce qui va rester, c'est cette somme-là. Et cette somme-là, vous avez une constante 1. Il s'agit de la répéter n fois, ce qui va donner n.